Alors bonjour, bienvenue à cette première séance de laboratoire. Euh, pour le laboratoire d'aujourd'hui, étant donné qu'on ne va pas tout de suite commencer dans les locaux de laboratoire, je vais vous introduire un petit peu les règles de façon générale de comment se tenir en laboratoire, puis qu'est-ce que vous avez besoin. J'en ai déjà parlé un petit peu dans le plan de cours, euh, puis je vais revenir aussi sur certains points que j'ai discuté dans le plan de cours, par exemple pour les règles particulières de la session, étant donné le coronavirus. Mais sinon, je vais parler des règles de façon générale, de euh, comment rentrer, comment les choses vont se passer à l'intérieur, puis aussi comment vous avez à tenir votre cahier de laboratoire. Donc, toutes les informations par rapport à ce que je vais discuter aujourd'hui sont disponibles dans le guide de laboratoire. Vous avez un lien sur la page Moodle du cours. Donc, la page Moodle, j'ai montré un petit peu dans la vidéo du plan de cours comment se connecter. Donc, par Connect, vous cliquez sur le lien Moodle dans les onglets. Puis, vous avez accès à généralement différents cours qui utilisent Moodle. Ça se peut que chimie, ça soit le seul, ça se peut que non. À ce moment-là, vous allez cliquer sur chimie alimentaire. Puis vous allez tomber sur la page Moodle. Pour l'instant, il va juste avoir les deux premiers blocs, soit le bloc d'introduction avec le plan de cours, mon horaire, la vidéo de présentation et le guide de laboratoire. Puis la semaine 1 qui va contenir, par exemple, les notes de cours, les exercices qui sont en lien avec cette portion du cours-là. Puis vous avez ensuite les capsules vidéo que je vais ajouter. Pour l'instant, il n'y a pas toutes les capsules qui sont présentes si vous écoutez le tout très très rapidement, mais je vais essayer de les ajouter le plus rapidement possible. Donc ça se peut que les 3 capsules soient présentes lorsque vous allez écouter cette vidéo. Puis vous avez des exercices également complémentaires que je vais reparler un petit peu par la suite parce qu'après avoir introduit les règles, vous aurez à travailler sur ces exercices-là. Donc c'est ce que vous devez faire pour la séance de laboratoire, là, à distance évidemment. Donc quand je clique sur le guide de laboratoire, ça m'amène sur ce site internet-là. Donc le site internet qui est ici, c'est là qu'on va regarder un petit peu ensemble. Donc, vous avez différentes informations. Vous avez, par exemple, les règles de sécurité au laboratoire. Donc, c'est ce qu'on va regarder un petit peu plus en détail aujourd'hui. Puis, vous avez un petit peu le cahier de laboratoire, comment le tenir. Mais je vais en reparler un petit peu plus en détail également. Sinon, vous avez également d'autres informations comme les fiches de sécurité, le matériel qui est présent au laboratoire. Il y a des guides d'utilisation, des vidéos explicatives. Donc, lorsque nécessaire, ça se peut que je vous demande de faire référence à des vidéos qui se trouvent ici. Et finalement, vous aurez besoin d'utiliser souvent les annexes. Le plus fréquent, ça va être l'annexe 1. L'annexe 1 contient les incertitudes pour divers instruments. Donc, lorsqu'on utilise du matériel au laboratoire, il y a une incertitude sur les valeurs qu'on va obtenir. Puis les incertitudes vont dépendre parfois du fabricant. Donc, la première chose que vous aurez à faire, c'est lorsque vous utilisez un appareil ou un instrument de verrerie ou autre, allez regarder dans l'annexe 1 si l'instrument est présent. À ce moment-là, ça va vous donner tout de suite l'incertitude qui est liée avec cet instrument-là. On va en parler un petit peu plus là, lors de la deuxième semaine, lorsque vous allez effectuer le laboratoire en tant que tel. Sinon, il y a d'autres annexes avec d'autres informations qui pourraient être pertinentes. Je ne crois pas que pour vous, c'est très pertinent les autres annexes. C'est plus pour d'autres cours de chimie qu'on donne au département. Alors, les règles de sécurité au laboratoire, ben, vous avez un petit vidéo que vous pourriez écouter si vous le désirez, là, qui un petit peu met un accent comique là, sur les différentes règles. Mais ce qui est important à retenir, c'est que vous aurez besoin de toujours porter un sarrau à manches longues qui couvre jusqu'aux cuisses. Il doit être aussi boutonné le plus possible au complet. C'est sûr que généralement, le dernier bouton proche du cou, c'est pas nécessaire, mais je veux pas que vous arriviez avec la moitié du sarrau détaché. Donc, le sarrau doit être porté pour protéger les vêtements, puis nous protéger également. Donc, on veut garder les manches longues, c'est-à-dire retroussez-vous pas les manches lorsque vous êtes au laboratoire. Puis, il doit couvrir jusqu'aux cuisses, ça veut dire que je veux pas des
sarraux d'art plastique là, qui s'arrêtent aux hanches. C'est vraiment des sarraux de laboratoire. Ils vont vous servir pour le laboratoire de chimie, les 2 cours de laboratoire de chimie. Ils vont aussi vous servir pour les cours de biologie. Par contre, vous ne pourrez pas les utiliser pour d'autres cours de diététique, je crois, puisque vous avez des règles plus précises sur la propreté dans d'autres de vos cours. Et si vous avez des produits chimiques sur vous, ben c'est justement pour quelque chose que vous voulez dans les aliments que vous allez utiliser pour faire de la nourriture, par exemple. Une autre chose importante, c'est de porter des pantalons qui sont longs, c'est-à-dire qui couvrent jusqu'aux chevilles. Donc pas de shorts, pas de jupe. Vous devez avoir des pantalons sur vous. Ça veut dire que le mercredi, assurez-vous de porter des pantalons longs. Même s'il fait chaud, je sais, au début de la session, c'est un petit peu plus difficile. Mais assurez-vous d'en avoir. Vous devez avoir des bas aussi pour cacher la cheville, parce qu'on ne veut pas voir de peau, aucunement. Dès que vous avez de la peau qu'on peut voir, ben vous pouvez vous mettre en danger de recevoir des produits chimiques qui fassent contact avec votre peau à ce moment-là directement. Si on en renverse, par exemple, ça va toujours vers les jambes, vers les pieds, et ça peut endommager votre peau. Mais si ça tombe sur votre bas, ben vous pourrez retirer votre bas facilement, puis vous n'aurez pas de dommages à ce moment-là. Une autre chose qui est importante, c'est que vous ayez des chaussures fermées. Donc, ça veut dire pas des sandales, pas des souliers ballerines, mais des souliers fermés sur le dessus. Donc, running shoe, souliers de marche ou autres. Mais ça doit être fermé sur le dessus. Ça peut être des bottes, mais lorsqu'on est en hiver, ce qui va être important, c'est que si vous arrivez avec vos bottes, vous devez essuyer les bottes pour pas que ça soit mouillé là, lorsque vous allez marcher à l'intérieur du laboratoire, parce que ça peut être glissant. Et lorsqu'on transporte des produits chimiques, c'est pas très le fun si c'est glissant à terre. Okay? Donc, ça doit vraiment couvrir toute la partie bas du corps. Et évidemment, vos souliers doivent être attachés, mais ça, c'est bien normal. Une autre chose importante, c'est d'avoir des lunettes de sécurité. Donc, vous aurez acheté probablement le sarrau et des lunettes de sécurité. Les lunettes de sécurité, vous devez les porter, même si vous portez des lunettes de correction. Donc, il existe un modèle de lunettes de sécurité qui va par-dessus des lunettes normales. Donc, c'est celui-là que vous aurez acheté si vous portez des lunettes. Si vous ne portez pas de lunettes de correction, mais que vous portez des lentilles cornéennes, on vous demanderait de ne pas les porter, de porter vraiment vos lunettes de correction normales lorsque vous êtes au laboratoire. Parce que le problème, c'est que si jamais il arrive un incident, puis vous avez des éclaboussures de produits qui se rendent à vos yeux, si vous portez des lentilles, ça va être difficile de les enlever lorsque vous avez du produit chimique qui peut s'insérer à l'intérieur. Il y en a certains même qui pourraient dissoudre la lentille. Donc, on veut éviter tout problème de ce type-là. Donc, on vous demande de porter des lunettes de sécurité. Pour ceux qui ne portent pas de lunettes de correction, puis qui ne portent pas de lentilles cornéennes, il existe un modèle de lunettes de sécurité qui est un petit peu plus facile à porter, qui est moins grosse, mais qui protège tout aussi bien. Donc, selon le modèle qu'est-ce que vous avez porté normalement, vous avez 2 modèles possibles. Si jamais vous avez les cheveux longs, on vous demande de les attacher pour pas que ça traîne trop dans des produits chimiques ou près d'une flamme, etc. L'autre chose, c'est qu'on va vous demander de ne pas rentrer avec un breuvage de nourriture ou de gomme. Donc, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est bouteille d'eau, café, vous allez garder ça dans votre sac, puis vous n'allez pas les consommer à l'intérieur. Dès qu'on rentre au laboratoire, on n'a pas le droit de consommer de nourriture ou consommer de rien à boire, etc. Pour éviter les problèmes avec les produits chimiques qui peuvent être dans l'air de façon très rapide, parce qu'il y a une évacuation d'air qui se fait assez fréquemment là, dans les laboratoires. On veut éviter tout problème de contamination. Puis l'autre chose, on vous demande aussi de ne pas avoir de gomme à mâcher à l'intérieur du laboratoire, parce que ça développe la salive. À ce moment-là, il y a des produits chimiques gazeux qui peuvent se dissoudre facilement dans la salive, puis on peut s'intoxiquer de cette manière-là. C'est un peu plus rare, mais on veut éviter tout problème de ce type-là. Pour ceux qui se demandent, OK, mais si j'arrive avec tout mon lunch, etc., qu'est-ce que je fais avec? Où est-ce que je vais le mettre?
on a des petites cases à l'entrée du laboratoire que vous pourrez mettre quelques effets personnels à cet endroit-là, mais apporter vraiment le strict minimum possible au collège, parce que de toute façon, là, avec tout ce qui va se passer pour la pandémie, mais c'est sûr que ça va être plus difficile là, de se promener au collège, puis aussi ça va être plus difficile de transporter du matériel facilement. Puis on va vous demander peut-être de nettoyer aussi les cases quand vous allez utiliser là, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui n'est pas permis? Les souliers ballerines, par exemple, ça c'est un cas qui arrive souvent. En plus, pas de bas. C'est-à-dire que si vous portez un bas puis un soulier ballerine, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que le soulier soit fermé. Il faut aussi avoir un bas. Vous ne pouvez pas porter de short. Non, ça c'est une autre chose que j'ai dit. Puis aussi des pantalons déchirés, c'est quelque chose que on veut éviter parce que on vous demande que ça couvre toute la jambe au complet, hein, le bas du corps. Donc déchiré aussi, ça ne fonctionne pas. Donc si vous voulez porter par exemple des jeans, qui sont quand même un bon tissu là, pour se protéger contre les produits chimiques, si jamais c'est déchiré, par exemple parce que vous avez des jeans déjà pré-déchirés ou que par l'usure c'est déchiré, on va vous demander de ne pas les utiliser. On pourrait vous refuser l'entrée dans le laboratoire, surtout si on peut voir les trous avec votre même si vous portez votre sarrau. Donc ça, c'est pas mal les règles normales. Si jamais il arrive quoi que ce soit au laboratoire, vous devez toujours nous avertir. Donc si jamais il arrive un incident, quoi que ce soit, nous, on va être là, donc moi et une technicienne ou un technicien de laboratoire, on va être présent pour vous aider en tout temps au laboratoire. Donc, ce qui va être important aussi, c'est que généralement, il y a des produits chimiques qui vont être présents dans le labo pour que vous puissiez les utiliser pour faire des expériences variées. Nous, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de faire attention lorsque vous allez utiliser ces produits-là, d'en utiliser le moins possible pour éviter le gaspillage, puis aussi de toujours les jeter au bon endroit approprié lorsque vous avez terminé l'expérience. Donc, lorsqu'on va vous demander de nettoyer, ça va toujours être sous la hotte. Donc, vous allez voir, vous allez arriver au laboratoire, il va y avoir une place de travail, puis une hotte. La place de travail, vous allez pouvoir déposer vos choses, puis vous allez souvent travailler plus à la hotte, on essaie de garder toujours à un bon niveau pour pouvoir se protéger nous-mêmes, sauf lorsqu'on fait des montages. Okay, donc au début, lorsqu'il n'y a pas de produits chimiques, on peut lever la fenêtre de la hotte, il n'y a pas de problème. Dès qu'on commence à travailler, je vais vous demander de commencer à garder la hotte de la fenêtre à un bon niveau. Il y a un aide-mémoire sur le côté des hottes pour justement vous aider à savoir où se trouver lorsque vous faites des expériences. Mais lorsque vous avez terminé, vous allez rincer les récipients qui ont été en contact avec les produits chimiques, avec de l'eau. Et vous allez jeter à la récupération cette eau-là qui a été présente pour pouvoir ramasser justement les produits chimiques. Vous allez laver, si nécessaire, à l'eau savonneuse. Probablement que cette session, on va vous demander de le faire pour pas mal tout, parce que vous allez être en contact avec ces produits-là. Cette eau savonneuse-là, par contre, vous allez la jeter à l'évier, vous ne la jetez pas dans la récupération. Vous avez déjà rincé à la récupération, donc on ne veut pas récupérer l'eau savonneuse nécessairement. Ensuite, vous allez rincer à l'eau du robinet et essuyer la verrie avec un papier blanc lorsque possible. Si jamais vous avez besoin de vraiment assécher la verrie, ça se peut qu'on utilise un peu ce qu'on appelle l'acétone. Donc, c'est un produit asséchant. On en utilise vraiment très très peu et on fait évaporer si jamais ça arrive. Donc, ça va être un petit peu plus rare. Il y a une récupération qui va être généralement identifiée pour l'acétone à ce moment-là qui est distincte de celle de l'eau. Donc, lorsque vous allez travailler, puis vous allez avoir terminé, vous allez nettoyer, ça se peut qu'il y ait des récipients aussi sous la hotte d'entrée de service, qui est vraiment comme à l'entrée où il n'y a personne qui travaille. Puis c'est là qu'on va jeter des produits, puis il va y avoir des récipients parfois annotés. Si jamais il y a plusieurs produits, puis qu'il y a plusieurs récipients, faites attention où est-ce que vous jetez les déchets que vous avez par rapport à votre expérience.
qui va être important, c'est toujours garder votre espace propre. Je sais que dans plusieurs de vos cours, on va vous driller pas mal là, sur la propreté, puis tout ça. En chimie, on vous demande quand même de garder l'espace le plus propre possible. Donc, vous allez devoir nettoyer votre place. Si jamais vous utilisez la balance, assurez-vous de nettoyer la balance lorsque vous l'utilisez. N'attendez pas à la fin, mais dès que vous avez terminé, nettoyez la balance, puis vous allez laisser la place à quelqu'un d'autre, par exemple. Ranger la verrerie et les instruments aux endroits appropriés lorsqu'ils sont propres et secs. Généralement, on va faire une vérification. OK? Donc, on va vous demander de nous le dire lorsque vous avez terminé de nettoyer. Puis, on va faire une vérification rapide avant que vous quittiez. Vous ne pouvez pas partir là, parce que vous avez terminé l'expérience, décider de quitter sans qu'on ait vérifié. Avant de quitter, on va vous demander aussi de remplir les flacons d'eau distillée. Il y a un endroit, il y a un robinet qui va être assigné juste pour les flacons d'eau. Puis si jamais, puis probablement qu'on va avoir un flacon de détergent également. Puis on va vous demander de vous assurer qu'il soit rempli. Si jamais on utilise l'acétone, il y a un flacon d'acétone qui va être là, mais ça va être beaucoup plus rare. Celui-là, on ne le remplit pas au complet. On va toujours vous demander de laver les mains avant de quitter. Et d'ailleurs, étant donné qu'il y a une petite différence cette session avec le cas de la pandémie, on va vous demander là, des consignes supplémentaires. Donc, je vous les rappelle. J'en ai parlé dans le plan de cours, mais je vais les remettre ici. Donc, vous avez les consignes en lien avec le coronavirus. Donc, ce qui va être important, c'est, par exemple, en plus de porter sarrau, lunettes, tout ce que je viens de dire, vous aurez à porter le masque de procédure. Donc, c'est le masque que vous avez un exemple ici. OK? Il doit être, comme je vous ai dit, en propre et en bon état. Dès que vous arrivez dans le secteur des laboratoires, vous devez vous laver les mains en entrant et nettoyer votre poste de travail. Vous devez vous laver les mains avant de nettoyer la verrerie à la fin du laboratoire. Vous devez nettoyer votre poste de travail avant de quitter. Et vous devez vous relaver les mains par la suite lorsque vous quittez le laboratoire. Donc, il y a beaucoup de lavage de mains, je peux comprendre. Lorsque ça va être nécessaire, on va aussi utiliser des gants. Donc, si jamais on utilise des produits qui sont très dangereux, je vais vous demander de porter des gants. Sinon, la majorité du temps, vous n'allez pas porter nécessairement de gants là, dans le laboratoire, à moins que vous ayez des coupures aux mains ou des blessures aux mains qui causent des problèmes, qui sont un endroit où les produits chimiques peuvent rentrer plus facilement. Donc à ce moment-là, on va vous permettre de porter des gants. Vous avez juste à nous l'informer au début du laboratoire. L'autre chose, c'est que vous travaillez en équipe de 2. Vous êtes là pour justement travailler ensemble, vous entraider le plus possible. Donc, ça va être très, très important que vous gardiez un œil toujours qu'est-ce que l'autre est en train de faire. Vous divisez la tâche de façon intelligente. Puis, si jamais il arrive quoi que ce soit, vous devez toujours nous l'avertir. Si, par exemple, vous cassez de la verrerie, mais qu'il n'y a pas de blessure, vous devez quand même nous le dire. On va remplacer la verrerie brisée. Si jamais comme je vous dis, vous avez un problème parce que vous êtes blessé ou quoi que ce soit, on va vous aider le plus possible. On a des douches, corporelles complets. On a des douches aussi oculaires, ça veut dire pour les yeux, si jamais vous avez des produits dans les yeux. On a un extincteur au laboratoire et on a aussi des voyons. On a aussi des couvertures unifuges, ça veut dire qu'ils vont éteindre le feu, si jamais vous avez le feu sur vous là. J'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est le cas, on en a 2 dans le laboratoire. On va vous les montrer lors de la première séance de laboratoire là, avec la technicienne. Donc ça, c'est vraiment pour les choses particulières au laboratoire. Si je reviens dans le guide de laboratoire, c'était pas mal tout pour la partie règles de sécurité. Ça se peut qu'on vous en reparle
à la première séance au labo, par contre. Maintenant, comment vous allez compléter votre cahier de laboratoire personnel? Ici, c'est pour chimie organique seulement, mais moi, je peux vous donner comme des lignes directrices, là. À chaque fois que vous allez commencer une nouvelle expérience, je vais vous demander d'écrire plusieurs choses. La première chose, ça va être d'écrire une en-tête. Donc, dans votre en-tête, vous allez devoir avoir votre nom, la date, le nom du cours et le titre de l'expérience. Par la suite, une fois que ça c'est écrit comme dans votre en-tête, vous allez pouvoir commencer à écrire pour l'expérience. Généralement, je vais toujours vous demander d'écrire le but, puis après ça, vous avez à faire des travaux préparatoires, ça veut dire parfois préparer des tableaux, parfois écrire des résumés des manipulations, parfois ça peut être des réponses à des questions, des petits calculs à faire. Donc ça va dépendre vraiment de laboratoire en laboratoire. Mais je vais toujours avoir en tête et but présent pour chaque expérience. Je vais quand même l'indiquer dans les premières fois sur Moodle pour que vous soyez quand même à l'affût. Mais je m'attends à ce qu'après un certain temps, vous commencez à être plus habitué. Le cahier laboratoire doit seulement servir pour le laboratoire de chimie. C'est-à-dire que je ne veux pas rien d'autre d'autres cours. Je ne veux pas rien d'autre comme des notes de cours, etc. Donc, gardez-le seulement pour le cahier de laboratoire comme celui pour chimie. Mais vous pouvez acheter un cahier de laboratoire, un cahier normal, ça veut dire cahier Canada, un cahier spiralé avec des lignes à l'intérieur. Quadrillé, c'est un petit peu plus difficile à lire, donc je préférerais que vous évitiez à ce moment-là. Je veux simplement qu'il ne soit pas un petit format, ça veut dire je veux pas un cahier, un carnet de notes. Donc je veux un format normal, d'une feuille normale, à peu près 8,5 par 11 comme grandeur. Dans votre cahier, vous allez toujours noter différentes choses, c'est-à-dire que vous allez mettre vos données, vous allez rentrer généralement toujours dans des tableaux que vous allez avoir déjà fait avant de rentrer. Et vous allez aussi assigner, par exemple, des observations. Ce qui va être important, c'est que vos tableaux ou tout le travail préparatoire qui est dans votre cahier soit frais avant que vous puissiez rentrer au laboratoire. C'est-à-dire que nous allons vérifier. Donc, je vais vérifier votre cahier pour voir votre préparation. Puis si je juge que votre préparation n'est pas suffisante, je peux vous refuser l'entrée au laboratoire. Je vais m'assurer que tout le monde ait lu le protocole, sache ce qu'il vient de faire, pour pas qu'il arrive d'incident le moins possible. Okay? Surtout que là, des fois, ça va être un petit peu plus compliqué là, étant donné la situation présente. Vous avez aussi dans le guide des laboratoires une section sur comment présenter une médiographie si jamais vous en avez besoin, là, que ce soit dans le cours de chimie ou que ce soit dans un autre cours, ça pourrait être utile. Donc on vous dit un petit peu comment ça fonctionne ici. Ensuite, vous avez les fiches de données de sécurité. Ça va vous être utile, ce lien-là, donc le site Reptox. Pour la deuxième semaine, vous aurez à faire un petit travail sur le site Internet. Des données de sécurité, ça veut dire des fiches de sécurité de différents produits pour savoir c'est quoi les dangers, comment les utiliser, puis quelle protection avoir. Donc ça va être quelque chose d'important. Donc je vais vous faire un autre petit vidéo lorsqu'on va approcher de cette semaine-là pour que vous puissiez travailler sur ce site-là. Vous allez voir, c'est pas très très compliqué. Il faut seulement faire une recherche là, sur le site à partir des noms des produits. Vous avez aussi le handbook de chimie et physique, mais c'est très rare que nous, on va l'utiliser pour le cours. C'est plus pour d'autres cours là, de sciences, de chimie, mais pour les gens qui sont en sciences de la nature, par exemple. Donc, je vais passer rapidement par-dessus. Ensuite, vous avez des vidéos que vous allez parfois utiliser. Par exemple, produire une solution standard. Donc, dès le laboratoire de la troisième semaine, donc le laboratoire 2, vous aurez à préparer une solution. Donc, déjà, cette vidéo-là, ça risque d'être présent, qu'on va vous demander de le regarder. Vous avez d'autres vidéos par la suite. Là, il y en a plusieurs qui ne nous intéressent pas vraiment. Vous avez le lavage, comment laver au savon, surtout pour les produits organiques qu'on va moins utiliser.
Vous avez l'utilisation, par exemple, de la burette et de la pipette, que nous allons utiliser quand même assez fréquemment dès la deuxième partie du cours, mais un petit peu aussi dans les premiers laboratoires, juste pour vous introduire comment les utiliser. Donc, vous allez devoir plutôt regarder cette vidéo-là, prendre des notes. Vous avez le lavage à l'eau, lavage à l'acétone lorsque ça va être nécessaire. Puis, l'annexe que vous allez utiliser le plus souvent, ce qui est l'annexe 1, dans cette annexe-là, vous allez avoir des valeurs, des incertitudes qui sont admises pour divers instruments. Donc, évidemment, il faut connaître c'est quoi les instruments. Ça va être dans le premier laboratoire. On va commencer à en regarder un petit peu ensemble. Donc, par exemple, ballon jaugé, burette, pipette volumétrique, distributeur, cylindre gradué, colonne à gaz et balance analytique. Donc, balance analytique, c'est la balance qu'on va utiliser souvent. Donc, parfois, vous allez voir que c'est écrit x2. Vous, quand vous allez écrire l'incertitude dans votre tableau, vous avez juste écrit le résultat de cette multiplication-là. Nous, on vous l'indique parce qu'on veut que vous compreniez d'où est-ce que ça vient, cette multiplication, mais sinon, vous allez la prendre, mettre juste la valeur telle quelle sans le x2. Donc, faites le x2, puis vous donnez le résultat. Évidemment, chaque type d'instrument, selon le volume maximum qu'on peut prendre ou le volume qu'on veut prendre à partir de cet instrument-là, la valeur de l'incertitude va varier. Donc, si je prends un ballon jaugé de 50 ml, j'ai une certaine incertitude. Mais si je prends un ballon jaugé de 200 ml, c'est pas la même incertitude. Parce que le ballon est beaucoup plus gros, il y a un petit peu plus de jeu sur la valeur, l'incertitude que j'ai dans le volume mort, par exemple. C'est-à-dire le volume qui n'est pas occupé ou qui peut être différent de ce qu'on s'attendrait de façon très très précise. Vous avez d'autres annexes, mais comme je l'ai dit, les autres annexes, c'est beaucoup plus rare qu'on va les utiliser. Donc, je vais m'arrêter ici pour la vue d'ensemble du guide de laboratoire. Si jamais vous avez des questions sur comment ça va fonctionner au laboratoire, je vais tenter de vous répondre le plus possible. Et je sais que vous ne connaissez peut-être pas. Fait que faire des équipes, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais dès la première semaine, on va essayer de vous mettre en équipe. Mais inquiétez-vous pas, le premier laboratoire est un petit peu plus simple à faire. Donc, dès qu'on va être autour de jeudi ou de vendredi, je vais rendre disponible la prochaine semaine pour que vous puissiez voir c'est quoi le protocole du prochain laboratoire, puis qu'est-ce que vous aurez à faire pour la deuxième semaine, pour que vous puissiez vous préparer de façon adéquate. Donc, ce qui est important ici, c'est vraiment de vous procurer tout le matériel nécessaire pour rentrer au laboratoire, parce que sinon, vous ne pourrez pas rentrer. L'autre chose, c'est d'être présent à l'heure. Donc, j'en ai parlé un petit peu pendant la présentation du plan de cours. Si vous pensez que vous nécessitez plus de temps pour vous déplacer au cégep, puis pour arriver à l'heure, ben assurez-vous de prendre ce temps-là, parce que si vous arrivez en retard, de même 10 minutes, je ne peux pas vous laisser rentrer. OK, des fois, là, nos laboratoires, ça va être difficile de rentrer dans le temps. Puis si j'accepte tout le monde, on va avoir des problèmes. OK, donc on veut vraiment que ça soit dans les heures qui sont dans votre horaire. Donc les mercredis, vous avez des laboratoires dans la majorité des semaines, sauf lorsque c'est indiqué qu'il n'y en a pas. Là, généralement, c'est comme je vous ai expliqué dans le plan de cours. Lorsqu'il n'y a pas de laboratoire avec un numéro, qu'on n'est pas on n'est pas au laboratoire de chimie, vous pourrez à ce moment-là rester chez vous, puis ça va se faire à distance. Mais sinon, dès la deuxième semaine, on sera au laboratoire, donc vous avez besoin de sarraux, lunettes de sécurité et de masques de protection, qui sont les masques de procédure et non pas des masques fait maison. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux. Maintenant, pour la deuxième partie de ce que vous avez à faire aujourd'hui, donc ce mercredi, si vous n'avez pas le temps de tout faire que je vais vous demander de faire, essayez de prendre le temps là, durant toute la semaine. Essayez de prendre aussi peut-être le vendredi pour pouvoir en faire un petit peu plus, mais c'est de compléter le document qu'on appelle valeur numérique. Donc, si vous retournez sur la page Moodle du cours, ce que vous allez voir, c'est que dans la semaine qui est ici, comme j'ai indiqué tantôt, vous avez des exercices complémentaires sur les valeurs numériques. Moi, je veux que vous complétiez
ce document-là pour la semaine prochaine. Essayez de prendre le temps ce mercredi d'en faire le plus possible. Vous avez le corrigé qui est déjà là. Moi, ce que je veux que vous évitiez de faire, c'est de regarder tout de suite le corrigé. Parce que, évidemment, ça va paraître beaucoup plus facile que qu'est-ce que c'est. Lorsqu'on a le corrigé en face de nous, c'est facile, on dit, bah ouais, ok, je le savais, ça. C'était bien simple. Mais lorsqu'on ne l'a pas, c'est un petit peu plus difficile, puis c'est là qu'on sait, ok, c'est quoi nos difficultés. C'est un petit peu la même chose avec les exercices pour le module. Donc, lorsqu'on va avoir terminé, ou on va avancer pas mal dans le module, donc admettons que vous avez écouté les capsules vidéo, et vous voulez faire des exercices sur la matière de la théorie, bien, vous allez cliquer sur exercice sur le module 1. Ce que vous allez voir, c'est qu'il y a des numéros. Puis lorsque vous descendez, dans la deuxième section, il y a les réponses à ces numéros-là. C'est-à-dire, c'est vraiment coupé comme en deux, le document. Vous avez la liste de questions. Puis après, à la fin du document, vous avez les réponses. Regardez pas les réponses tout de suite. Regardez, faites les numéros en premier, puis après ça, regardez les réponses pour valider, vérifier si vous l'avez bon ou si vous avez des problèmes. OK? Mais là, pour ce mercredi, commencez avec exercice complémentaire sur les valeurs numériques. Vous allez avoir le fichier PDF suivant. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pages. Prenez-le vraiment à votre rythme. Je ne présenterai pas tout là aujourd'hui, évidemment, parce que ça serait vraiment long. Mais ce que je veux, c'est que si vous avez des difficultés, ça se peut qu'il y ait des gens qui arrivent, qui prennent ce document-là, puis qu'ils se disent « Ah, j'ai aucune difficulté, tout va bien, je connais tout ça. » Mais pour ceux qui ont des difficultés, venez me voir sur la plateforme Teams, par exemple, qui est la plus facile pour communiquer avec moi, ou encore par courriel. Mais des fois, c'est un petit peu plus difficile que par Teams, parce que par Teams, on peut, oui, clavarder, mais on peut avoir une vidéoconférence. Donc, sans nécessairement utiliser vidéo, juste par la voix. Donc, vous pouvez me parler, puis je peux vous répondre directement. Donc, des fois, c'est un petit peu plus facile là, pour expliquer certaines notions. Mais sinon, dans ce document-là, il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Puis après ça, donc, quand vous allez lire, vous allez ensuite avoir des exercices. Donc, si par exemple, vous regardez la première notion, c'est la notation scientifique. Donc, c'est une notation qu'on utilise beaucoup en chimie. Donc, si on a un gros chiffre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va finalement prendre la virgule qui est au bout ici, et la déplacer. Puis selon le nombre de bons, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu fais 8 bons pour garder généralement toujours juste un chiffre devant la virgule. Puis à ce moment-là, je vais devoir mettre un x10 et plus que je l'ai déplacé vers la gauche, à ce moment-là, ça va être un chiffre qui va être positif, donc x10 à la 8. Si par contre, je vais le déplacer dans l'autre sens, parce que j'ai un petit chiffre, à ce moment-là, je vais avoir un chiffre qui va être négatif. Donc, ça, c'est un exemple de qu'est-ce que vous avez. Vous avez les explications, mais si jamais les explications écrites ne sont pas suffisantes pour votre compréhension, je vous invite fortement à communiquer avec moi. Puis je vais essayer de vous répondre. Donc, si vous êtes en train de le faire le mercredi, je vais essayer de vous répondre là, pendant la période. Mais si c'est à l'extérieur du mercredi que vous êtes en train de faire le document, je peux essayer de vous répondre. Évidemment, comme j'ai indiqué dans le plan de cours, lorsque vous essayez de communiquer avec moi, si vous communiquez durant les soirées ou les fins de semaine, ça se peut que je vous réponde avec un petit décalage. Donc, généralement, essayez de communiquer avec moi en sachant que si c'est pendant la journée, ça se peut des fois je réponds rapidement, ça se peut que non. Donc, de me laisser quand même un peu de temps là, pour vous répondre. Mais vous allez compléter le document. Il y a des sections qui sont très importantes. Donc, par exemple, la notation scientifique, c'est quand même assez important. Après ça, vous avez des chiffres significatifs, qui est peut-être quelque chose qui est plus facile à comprendre. Donc, ça va être assez important de comprendre les chiffres significatifs parce qu'on va les appliquer beaucoup durant le cours. Donc, qu'est-ce qui arrive s'il y a des zéros, des choses comme ça. Vous avez des exercices. Comme vous voyez, les exercices sont comme placés là, entre les explications. Donc, à chaque fois que vous terminez une explication, il y a des exercices pour voir si vous avez compris.
Comme je dis, évitez de regarder toujours c'est quoi la réponse pendant que vous êtes en train de regarder l'exercice. Essayez de le résoudre. Essayez de revenir sur les explications si si vous sentez que vous bloquez un peu. Après ça, les chiffres significatifs dans les opérations mathématiques, donc addition, soustraction, multiplication, division, c'est différent. Après ça, vous avez les logarithmes. Tout ça, on va les voir beaucoup plus tard. Donc, cette section-là, vous pouvez la mettre de côté, mais de toute façon, il n'y a pas d'exercice en tant que tel. Après ça, vous avez une section sur comment arrondir. Vous aurez à faire des calculs, puis donner le bon nombre de chiffres significatifs dans la réponse. Donc, généralement, on fait le calcul, puis on ajuste selon le nombre de chiffres significatifs ou le nombre de décimales nécessaires. Ensuite, vous avez tout ce qui est unité. Puis ça, on va en reparler un petit peu dans le cours. OK? Donc, probablement dans la capsule 4 du chapitre 1, que je crois que vous allez plutôt écouter vers la 2e semaine, je vais parler des unités de mesure. Donc, vous avez une introduction ici à ce que c'est, parce que c'est important en chimie. Il y a toujours des unités par rapport aux valeurs qu'on va avoir. Donc, vous avez les unités les plus importantes, on va en reparler dans le cours. Vous avez les ordres de grandeur, ça veut dire par exemple qu'est-ce qu'un kilo veut dire. Donc, par exemple, dans kilomètres, c'est 1000 mètres. Donc, kilo veut dire 1000. Okay? Vous l'avez aussi en notation scientifique parce que des fois, ça peut vous aider là, dans certaines situations. Là. Plus on va avancer dans la matière, plus parfois ça peut sembler plus intéressant que juste garder le chiffre avec les zéros à la suite. Après ça, vous avez les méthodes de conversion. Comment faire la conversion. Je vais en reparler aussi dans le cours. Donc, les règles de 3, produits croisés, tout ça. Je vais vous présenter les façons de faire qui vont peut-être vous aider ou peut-être vous allez préférer votre propre façon de procéder. Mais on vous en présente une ici. Vous avez des conversions à faire. Ils sont là. Il y en a qui sont un petit peu plus difficiles. Essayez de les faire le plus possible. Puis, dans les dernières, vous avez les incertitudes. Donc, les incertitudes sur les instruments, ça, c'est quelque chose qu'on va faire dès la semaine prochaine. Donc, ça va être très, très important d'en voir. Mais comme j'ai parlé aujourd'hui, ben, il y a des instruments qu'on a déjà l'incertitude dans les annexes. Donc, ça va être facile. Mais sinon, on vous explique ici là, comment ça fonctionne selon les incertitudes, les types d'incertitudes, etc. Puis comment ajouter vos valeurs selon c'est quoi votre incertitude. C'est ça qui va être très, très important. On ne fera pas de calcul avec les incertitudes, donc ça va simplifier un petit peu. On va regarder plus les calculs avec les chiffres significatifs. Vous avez ici un exemple où on vous parle avec un affichage numérique. On vous dit comment ça fonctionne. Puis, même chose ici. Et on termine avec justement un exercice avec les différents instruments, puis comment vous devriez avoir inscrit la mesure avec l'incertitude appropriée. Donc ça couvre pas mal toute la matière que vous allez couvrir dans ce document-là. Je sais que c'est quand même un document qui peut être rapide pour certains, long pour d'autres. Allez à votre vitesse. Donc c'est pour ça que je veux que vous essayiez de compléter comme vous êtes capable. Ça se peut que ça vous prenne 2 semaines pour pouvoir le faire correctement. Il n'y a aucun problème. Mais je veux que vous essayiez de le compléter le plus possible pour justement remplir les notions puis les avoir avec vous pour le reste de la session le plus vite possible. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais vous laisser travailler sur ce document-là qui est, comme je dis, disponible sur Moodle. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, communiquez avec moi. Sinon, à la prochaine.